Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Marabiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Encore une fois, ce soir, vous le savez, hein, la mandature d'Abdelmadjid Tebboune qui se termine maintenant bientôt. On en a longuement parlé. On y reviendra bien évidemment avec ces présidentielles qui, unique au monde, donc le président algérien a décidé d'avancer la présidentielle au 7 septembre. On y reviendra, on a longuement évoqué notamment cette date en pleine rentrée sociale, bien évidemment, et puis à quoi correspond notamment d'avoir imposé cette date, où est encore une fois l'ouverture du champ politique, permettre peut-être aux candidats aussi de se préparer. Tout ça pour vous dire, donc 5 ans bientôt pour Abdelmadjid Tebboune, qui ont été marqués par notamment plusieurs difficultés, plusieurs constats néfastes, échecs, notamment d'abord le Hirak qui a été stoppé, interdiction de manifester, puis la Covid, hein, gestion difficile, même 2 années après, on a vu des Algériens face à des difficultés, les pénuries, hein, toujours d'actualité, un décollage économique tant annoncé, mais qui a du mal et qui ne décolle pas du tout, un pouvoir d'achat, des feux, hein, en période estivale, on redoute encore une fois cette période estivale avec 3 étés et puis un pouvoir, hein, qui n'a pas su notamment trouver les bonnes solutions. Une diplomatie bancale et qui navigue a vu notamment un pays qui s'isole de plus en plus. Et puis 5 ans au pouvoir pour Abdelmadjid Tebboune, qui a été notamment et qui continue à être marqué par la liberté d'expression, les droits, les libertés en général. D'abord, se soigner, à l'école aussi, ça c'est important, pouvoir s'alimenter. Ce sont aussi des droits fondamentaux pour les citoyens et citoyennes algériennes. Et puis peut-être la plus belle des choses que l'homme et la femme puissent posséder, c'est la liberté en général, la liberté d'expression, les droits. On va revenir ce soir sur ce nouveau rapport d'Amnesty International. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, les rapporteuses de l'ONU font toujours un constat accablant, néfaste, assez sombre et assez noir. Plusieurs ONG aussi, des penseurs, des chercheurs, des sénateurs, des observateurs, des journalistes, des militants et militantes algériennes et algériennes qui continuent à crier notamment sur cette situation. Ils sont malheureusement très très nombreux à être encore aujourd'hui derrière les barreaux, plus de 250 détenus d'opinion, hein, on parle vraiment de l'expression. Avec nous donc pour en parler, le plaisir d'accueillir Azwaou Chemrouk. Bonsoir, militant politique, merci d'être avec nous. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à l'équipe technique et merci pour l'invitation et surtout bonsoir à vos invités. Merci infiniment. Confrère, journaliste, ancien rédacteur en chef de Liberté, avec nous Karim Kebir, journaliste en Algérie. Merci Karim Kebir d'être présent. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs et à tous vos invités. Merci d'être avec nous, Karim Kebir. Et puis le docteur François Deroche, fidèle aussi à notre chaîne. Bonsoir, cher docteur, bienvenue. Donc vous êtes médecin et président de Justice et Droit sans frontières. Bienvenue, docteur François Deroche. Bonsoir à vos téléspectateurs, à vos invités. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, je vais commencer dans un instant par vous, docteur François Deroche. Voilà comment commence le rapport d'Amnesty International. Alors, Amnesty International qui notamment a fait un rapport sur plusieurs pays à travers le monde. Il y a aussi les États-Unis d'Amérique qui ont dressé encore une fois ce rapport. On entendra tout à l'heure Monsieur Blinken, notamment. Plusieurs questions ce soir. D'abord, le constat. On essaiera aussi de comprendre la situation en Algérie. Une autre question qui se pose, comment se sortir de cette impasse, un État, un pays continent et toute cette belle jeunesse, une jeunesse qui malheureusement cesse de vouloir quitter le pays pour des raisons de liberté, des raisons de pouvoir vivre dignement. C'est ça aussi la liberté. Et puis en quoi aussi ce pouvoir algérien qui continue peut-être à nier, qui est dans le déni, hein, qui n'arrive pas à assumer. On l'a vu maintenant depuis quelques temps, notamment Abdelmadjid Tebboune, président de la République, qui à chaque fois remet en question notamment ces rapports. Les autorités ont resserré leur étau autour de l'espace civique avec la condamnation d'au moins un militant, 5 journalistes et un chercheur ayant exercé leur droit à la liberté d'expression. Elles ont fermé au moins 2 médias en ligne et 2 organismes affiliés à la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, ordonné la fermeture aussi de 2 groupes de défense des droits humains et suspendu au moins une formation politique. On reviendra sur quelques exemples, notamment
autour de ce rapport. Docteur François Deroche, ce rapport, encore une fois, quelle situation, selon vous, en Algérie, vous êtes d'accord avec ce rapport ? Écoutez, le rapport d'Amnesty International a été fait par des gens totalement indépendants et ils n'en veulent pas à l'Algérie. C'est particulièrement, je pense qu'aujourd'hui, la perfection en droits de l'homme, ça n'existe pas. Aucun État sur Terre. Il y a des États qui respectent un peu plus ou moins les droits de l'homme. Ceci dit, le gouvernement algérien doit, je suppose, mettre un terme à son offensive surtout contre les libertés d'expression, de militantisme pacifique. Donc il faut absolument que l'Algérie puisse comprendre que la liberté d'expression, c'est un investissement. Quand on permet cette liberté d'expression, c'est l'économie du pays qui va de l'avant. Il y a une forme d'émulation qui se fait. Donc, bien sûr, rien ne pourrait excuser que des militants des droits de l'homme, des journalistes, des défenseurs des droits humains soient actuellement derrière les barreaux. Bien sûr, c'est quelque chose qui est pour le défenseur des droits de l'homme, c'est quelque chose qui fait mal. Mais on a un bilan qui est malgré tout, il est, comment dire, si vous voulez, les États, et notamment les pays arabes en général, malheureusement, il n'y a pas que l'Algérie, il y a énormément de pays arabes qui marchandent, qui négocient avec les droits de l'homme, sachant que aujourd'hui, en Algérie, on peut dire que personne n'est à l'abri des griffes de la répression s'il ose exprimer une critique ou parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour parler librement. Mais ça, tous les pays qui sont quand la démocratie elle est naissante, quand le pouvoir exerce son autorité de façon un peu brutale, on a ça. Donc il faut absolument que le gouvernement algérien cesse sa répression, parce que je pense le mot est très fort, répression, et libère sans condition toutes les personnes qui ont été arrêtées et qui se sont exprimées pacifiquement ou qui ont critiqué le pouvoir. Donc il faut également que le gouvernement algérien entame un dialogue constructif avec le rapport spécial des Nations Unies concernant les libertés d'expression, et il faut qu'il veille également à ce que la liberté c'est quelque chose de sacré, et donc et notamment concernant les journalistes, vous le savez, ces 2 dernières années, les autorités algériennes ont poursuivi, ils ont arrêté 12 journalistes ou 13 journalistes, si mes souvenirs sont bons, qui des professionnels dans les médias. Donc il faut absolument que cette nouvelle année qui commence sur le plan après ce rapport d'Amnesty International, on va remettre les compteurs à zéro. Il faut absolument que cette société algérienne puisse donner un peu plus de lest notamment aux journalistes, aux chercheurs, à tous ceux aujourd'hui qui ont la liberté de parole et qui quelquefois n'est pas toujours bien accepté par le gouvernement algérien. Je voudrais aussi m'adresser à la Cour d'appel d'Alger qui, à chaque fois qu'on la sollicite, elle alourdit les peines de ceux qui ont été condamnés en première instance. Il ne faut pas que la justice soit à la botte du pouvoir. Ça, c'est très important. Et il faut absolument également que on y reviendra, docteur. On va y revenir avec vous. Soit respecté, ça c'est extrêmement important. L'article 15 de la loi 91 qui est relatif aux manifestations, aux réunions publiques, qui établit que les manifestations sont soumises à une autorisation préalable.
quelquefois, quelque part, ça pose un problème, mais on peut dire la même chose existe également en France. Donc tout est relatif. Il faut faire des efforts et en matière de liberté, on n'est jamais assez bien loti, quel que soit le pays. Restez avec nous. On va se poser cette question, bien évidemment. Comment pouvoir donner une liberté sans justice, cette justice du téléphone qui pose bien évidemment interrogation encore aujourd'hui. Dans un instant, on va avoir le plaisir que vous apercevez à l'écran d'entendre Azwaoui Chemlouk, direction l'Algérie avec mon confrère Karim Kébir. Rebonsoir. L'expression, c'est aussi l'écrit, c'est les médias, c'est la télé, c'est le quatrième pouvoir. Comment vous réagissez à ce nouveau rapport d'Amnesty et puis aussi des États-Unis? C'est encore une fois un rapport qui malheureusement se ressemble. Les choses apparemment ne bougent pas beaucoup dans ce sens avec le pouvoir actuel en Algérie. Bon, je pense que le constat il est fait, donc il y a pas, on n'apprend pas grand-chose sur ce qui est écrit en matière de liberté, particulièrement la liberté de la presse ou d'expression. Cela dit, ce qui est regrettable, c'est que l'Algérie, on était parmi les pays dans les années 90 qui étaient donnés comme exemple en matière de liberté d'expression, de la liberté de la presse Et puis, une trentaine d'années plus tard, on est désigné de doigts. C'est vrai qu'on entend ça et là, que la crise de la presse est mondiale, qu'on l'a vu à la faveur justement des événements qui se passent en ce moment à Gaza, où on a vu des chaînes de télé, par exemple françaises, ou bien occidentales de manière générale, des partis pris de certains journaux. Mais cela n'excuse pas, c'est-à-dire la trajectoire que nous avons prise nous. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien admettre qu'en dépit de l'arsenal juridique, par exemple, je pense particulièrement aux conventions signées par l'Algérie ou bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire que il y a dans les conventions, bien même dans la Constitution, c'est consacré la liberté de la presse et d'expression. Et dans les faits, il est devenu excessivement difficile aujourd'hui de faire de la presse, parce que d'abord, nous n'avons pas de loi qui garantisse l'accès à l'information, la transparence, donc vous n'avez pas de source. Si d'aventure, on l'a vu avec certains journalistes, si d'aventure vous accédez à une information et qu'on juge par ailleurs qu'elle est sensible, vous risquez d'être poursuivi pour X raisons, pour les intérêts stratégiques du pays, donc cela sans compter le monopole sur la publicité qui ne permet pas, c'est-à-dire qui est devenu un levier de pression sur les médias et qui ne permet pas aux journaux d'exercer librement ou de chercher leur propre financement, d'avoir un modèle économique qui puisse leur permettre d'exercer librement leur métier. Donc voilà, la situation est très très difficile et je pense qu'Amnesty ne fait que rapporter ce qui est constaté sur le terrain. Mais encore une fois, je l'ai toujours dit, on ne peut pas parler de liberté de la presse, de la liberté d'expression, sans qu'il y ait la garantie d'abord des libertés fondamentales et collectives. Parce que la liberté d'opinion est d'abord une liberté fondamentale. Donc ça passe d'abord par le respect de ces libertés pour parler ensuite justement des difficultés de la presse à exercer son métier. Karim Kébir, avant de vous libérer, peut-être deux réactions encore, et Azwaoui Chemlouk est avec nous, qu'on entendra dans un instant. Alors, à la fois, on a un pouvoir qui se dit puissant, qui se dit posé, qui se dit, du côté en tout cas du palais El Mouradia, vraiment de
de naviguer seul, parce qu'on sait quand même qu'il y a peut-être deux mondes en Algérie. Donc, quelque part, il se dit puissant et on a l'impression qu'il se dit avoir toutes les cartes en main. Mais en quoi et comment on peut expliquer que aujourd'hui, toute voix discordante crée peut-être un malaise? Est-ce que c'est un pouvoir qui a peur et qui est faible par rapport entre guillemets, aux journalistes qui vraiment ont une éthique et qui veulent vraiment faire leur travail, aux Algériens et aux Algériennes qui ont envie de s'exprimer? Comment vous expliquez cette crainte de toute voix discordante? Écoutez, je crois d'abord c'est un problème culturel. Nous avons une génération de dirigeants qui ne croient pas ou qui ne sont pas convaincus, en tout cas des vertus, cette liberté de la presse et la liberté d'expression. Donc culturellement, nous avons un problème générationnel, c'est-à-dire pour aller justement à une génération qui est en phase avec son temps, avec son époque, qui est dans c'est-à-dire qui s'inscrit justement dans l'époque d'aujourd'hui. La deuxième des choses, je crois que c'est aussi lié au fait que on n'est pas encore, on se dit que parce que l'expérience des années 90 nous a conduit à une situation qui a coûté très cher au pays, que donc forcément il faut refermer les vannes, c'est qu'il faut retourner à l'époque du parti unique. Or, non seulement il y a une mutation au niveau de la société, mais aussi autour de nous, le monde a complètement changé. Donc je crois que le pouvoir aurait mieux gagné en laissant les gens s'exprimer librement. Peut-être qu'il y aura certainement l'émergence des idées qu'ils peuvent exploiter, ainsi de suite. Malheureusement, c'est une option prise parce qu'ils considèrent que peut-être nous ne sommes pas encore mûrs pour leur démocratie et qu'une éventuelle ouverture risque de conduire à une situation incontrôlable. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette option qui me semble, de mon point de vue, qui est une option refuge. Donc, rapidement, est-ce qu'on peut penser que est-ce que si le scénario arrive demain, que le champ syndical, médiatique, politique soit ouvert? Alors réouvert, c'est peut-être pas le mot parce que je crois pas qu'il ait vraiment été ouvert depuis 62, à part peut-être cette période de 88. Mais est-ce qu'aujourd'hui il a vraiment crainte de perdre le pouvoir, de totalement s'effondrer si demain les médias étaient ouverts, par exemple, la presse écrite, qu'on puisse manifester normalement, que les syndicats puissent s'exprimer? Non, je ne pense pas qu'il y aurait d'effondrement parce que tout de même il y a une forme de maturité chez le peuple algérien qui est due justement essentiellement aux épreuves qu'il a vécues. Moi, personnellement, je vois autour de moi certains citoyens comment ils raisonnent. Vous savez, un pays qui a longtemps vécu sur le colonialisme et puis après il a vécu les années 90, le terrorisme, ravageur et tout ça. Donc aujourd'hui, il peut s'accommoder des situations qui sont très très difficiles, mais pas au point où c'est-à-dire d'aller à une forme d'anarchie. Donc même s'ils subissent, ça sera un peu une forme de patience. Sauf que cette patience a ses limites. Ça peut tenir 50 ans, ça peut tenir jusqu'à un siècle. Mais si on ne change pas les paradigmes de gouvernance, si on n'accorde pas justement ces libertés aux gens, on ne laisse pas les gens s'exprimer librement, forcément, avec les difficultés économiques, avec ça devient toujours des terreaux qui alimentent justement les extrémismes, qui alimentent la colère sociale. Donc voilà. Merci Karim Kebir d'avoir été avec nous, journaliste. Vous avez longtemps dirigé notamment la rédaction de Liberté. Sans plus tarder, merci d'avoir patienté, Azouaoua Chemrou, bien évidemment. Comment ne pas donner la parole aux militants? Vous êtes à Paris aujourd'hui, vous militez en général pour les droits et l'expression aussi. Une réaction, encore une fois,
ce rapport est quelque part à l'identique et à la fois vous entendre aussi sur ce pouvoir qui a du mal à assumer, à prendre ses responsabilités, à prendre à un moment donné en compte vraiment ce que disent les personnes, les organismes assez neutres. Le docteur en a défini tout à l'heure, notamment Amnesty. Azwa Shemrouk. Oui, donc permettez-moi de commencer déjà pour dire à peu près mon aperçu par rapport au rapport, enfin, ce qui concerne l'Algérie ou la rubrique qui concerne l'Algérie. C'est-à-dire que c'est un rapport un peu exhaustif, je dirais quasiment exhaustif, qui a touché un peu toutes les libertés, que ce soit des libertés collectives ou des libertés privées. Donc il a parlé un peu de tout, avec de la documentation, avec des faits, c'est-à-dire des faits, des exemples, notamment l'emprisonnement des journalistes, la poursuite des journalistes. Donc, en fait, je pense que c'est quand même un rapport qui reflète une réalité. Malheureusement, c'est une réalité qui dure depuis 62, sauf que cette réalité s'est accentuée depuis 2019. Pourquoi 2019 ? C'est parce que le pouvoir s'est senti menacé, c'est-à-dire dans son existence. Il est existentiellement menacé, le pouvoir, depuis 2019, parce que le peuple, quand il était sorti, il est sorti justement pour le changement radical d'un système. Et on a vu depuis 2019 l'emprisonnement de généraux de l'armée, de hauts gradés de l'armée, qui pourrait prédire à un moment, ou qui pouvait prédire l'emprisonnement du général Toufir, c'est-à-dire l'indéboulonnable général Toufir, qui est même un cardinal dans le pouvoir algérien, c'est-à-dire du moins ce qu'on appelle là, c'est-à-dire le vrai ou le pouvoir réel. Donc, à ce moment-là, le pouvoir s'est senti menacé, donc il fallait qu'il riposte. Donc, il a riposté déjà par la répression, donc par l'emprisonnement par milliers, je dirais ça, et c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est documenté, c'est factuel, c'est-à-dire on a des milliers de poursuivis judiciaires, on a des centaines de détenus d'opinion et politiques. On a des intimidations, des harcèlements. Donc, en fait, au début, il a commencé, c'est-à-dire par cette opération d'intimidation et de répression. Et puis après, il est rentré dans une étape de renforcement juridique, si vous voulez. Donc, toutes les lacunes qui pouvaient l'empêcher, c'est-à-dire d'emprisonner davantage ou d'alourdir les peines des militants, donc le pouvoir il s'est renforcé c'est-à-dire juridiquement pour pouvoir emprisonner. D'ailleurs, on a vu un exemple très édifiant à mon sens, c'est-à-dire l'emprisonnement et la condamnation de Hassan Qadir avec un effet rétroactif. C'est-à-dire, on lui a concocté un article, une loi pour pouvoir le condamner après. Donc, si vous voulez, ça ne m'étonne pas du pouvoir algérien. Donc, c'est ce qui est. Enfin, je l'explique, mais je le comprends pas. C'est-à-dire que c'est un militant comme moi, c'est-à-dire on ne comprend pas, c'est-à-dire les agissements d'un pouvoir, mais je l'explique. C'est-à-dire le pouvoir, il est dans son rôle, donc il doit se maintenir. Un pouvoir qui a bravé la volonté d'un peuple. Quand on brave la volonté d'un peuple, parce que pour moi personnellement, je pense que le péché originel, le péché ou la mère de tous les vices, si on peut dire, c'est justement quand on brave la volonté d'un peuple. Ça, c'est le péché politique, c'est-à-dire le crime politique majeur, c'est c'est-à-dire de braver la volonté d'un peuple. Et à partir de là, tous les crimes peuvent en découler. On a vu, c'est-à-dire que ce soit des crimes politiques ou des crimes, la répression, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que vit l'Algérie aujourd'hui. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de la part d'un pouvoir algérien, du moment qu'il a bravé la volonté du peuple, il doit chercher c'est-à-dire la manière de pérenner ou de rester. À moins qu'il assure son maintien, je ne vois pas d'ouverture ou de lueur, c'est-à-dire d'ouverture de tous les champs, que ce soit médiatique ou toutes les libertés d'une manière générale. J'aimerais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, vos invités, ce que disaient par rapport c'est-à-dire à une pseudo-ouverture pendant les années 80 à 90. Je ne pense pas qu'il y avait eu une ouverture pendant les années 90. Je pense qu'il y a eu plutôt une cohabitation entre militarisme et pseudo-liberté. Parce que, si vous voulez, à ce moment-là, le pouvoir, il ne s'est pas senti. C'est vrai qu'avec
c'est-à-dire la menace islamiste, le pouvoir militaire ou le pouvoir d'une manière générale, que ce soit civil ou militaire, s'était pas senti menacé dans son existence, puisqu'il y a, c'est-à-dire il avait une certaine légitimité de combattre l'islamisme. Mais à partir de 2019, le pouvoir il s'est senti quand même menacé dans son existence. Donc dans les années 90, il y avait une forme de cohabitation entre liberté et militarisme, si je puis dire comme ça. Donc, du moment que le pouvoir n'est pas ébranlé, n'est pas menacé dans son existence, il pouvait laisser les gens parler autant qu'ils voulaient. On a vu notamment, c'est-à-dire sous l'ère de Bouteflika, on a vu des journalistes rédiger des pamphlets, rédiger des articles à l'encontre de Bouteflika et tous les tenants du pouvoir de l'époque. On a vu des caricaturistes, c'est-à-dire faire des caricatures à l'encontre de Bouteflika et tout le pouvoir, et sans qu'ils soient menacés dans leur liberté ou dans leur c'est-à-dire intégrité physique. Mais parce que le pouvoir à cette époque, il ne se sentait pas menacé, il croyait qu'il était inébranlable. Donc je pense que ça, il faut vraiment le signaler, parce que les années 90, je disais qu'il y avait une cohabitation, et parce que le pouvoir n'était pas menacé dans son existence. Mais si je reviens au rapport de Amnesty International, il faut souligner une chose, c'est-à-dire que politiquement, si je peux l'approcher d'une manière politique, c'est que ça s'explique par un concept qui s'appelle le militaro-arabo-islamisme, si je peux le dire comme ça. Alors, je l'explique, c'est que c'est une alliance entre les militaires et d'un côté, et le courant arabo-islamiste d'un autre côté. Ça veut dire que quand on a vu en 2019, on a vu une frange de la société, notamment une société, c'est-à-dire le courant arabo-islamiste, qui a offert son soutien aux militaires quand il était ébranlé. Donc le militaire doit rendre l'ascenseur, c'est-à-dire à ce courant-là. Et donc on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un partage de pouvoir, si vous voulez. Donc vous avez les militaires, vous avez les militaires qui partagent le pouvoir politique d'une manière générale. Tout le pouvoir économique également, et vous avez, c'est-à-dire dans les lois, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est société, tout ce qui est médias, tout ce qui est culture, on voit justement la mainmise de l'arabo-islamisme dedans. Donc il y a si vous voulez, une alliance tacite entre ces deux courants, et ça se traduit par justement ce rapport-là, donc l'atteinte aux libertés collectives et l'atteinte aux libertés individuelles, comme l'a été cité dans le rapport. Je reviens à vous. On évoquait surtout cette période de 88 où il y avait un peu plus d'ouverture, en tout cas de liberté. Je voudrais qu'on avance avec vous aussi, docteur Justice et Droit sans frontières. La justice, elle est importante pour légiférer, pour donner droit aussi, parce que voilà, comment se défendre, comment défendre ses droits à tout point de vue. L'Algérie pose problème encore aujourd'hui au niveau de sa justice. Un État sans justice indépendante, c'est un État qui va très loin dans l'aberration mentale. On ne peut pas aujourd'hui, la justice est vraiment capitale, et cette justice doit être totalement indépendante. Je voudrais revenir parce qu'on parle beaucoup de liberté en Algérie, parce que ce qui pose un problème, je pense, c'est surtout le peuple algérien, c'est un peuple qui est assoiffé de liberté. Et il ne faut pas oublier que nous sommes là au 5e anniversaire du mouvement de protestation, le Hirak, qui a débuté en 2019. Et si vous voulez, au départ, ça a commencé contre Abdelaziz Bouteflika, les revendications des manifestants, même s'ils ont évolué, c'est toujours la même chose, veulent avoir des réformes politiques
et davantage de liberté. Et bien sûr, et je pense que chaque pays qui a investi dans la liberté et dans le pouvoir judiciaire, c'est un pays qui avance. Donc on peut dire que aussi depuis 2021, les autorités algériennes continuent à faire des obstacles pour tout ce qui est, pour manifester, et on peut dire également qu'ils ont intensifié cette répression de l'espace civique en muselant vous qui avez l'habitude aussi d'évoquer un peu ces régimes parfois autoritaires selon un peu les niveaux, c'est vrai que vous parlez de ce Hirak où on a vu d'ailleurs tous les Algériens unis, on a vu tous les courants réunis. Le but c'était vraiment ce changement de système, démocrate ou non. Toutes les femmes la famille était dans la rue, les jeunes, etc. Peu importe leur courant politique ou idéologique. C'est un pouvoir aujourd'hui qui est fragilisé tout de même, malgré qu'il essaye de montrer une face un peu plus puissante, ordonnée, organisée pour avancer. Il est même fragilisé par rapport à ces voix discordantes. C'est pour ça que pour vous rejoindre, tout de même, il intensifie, continue à intensifier et à garder son cap de répression. Quand on voit par exemple le militant Amazigh, Slimane Bouafs, qui est emprisonné depuis septembre 2021 et sa condamnation a été confirmée mais alourdie en appel, on dit qu'il y aurait même un gros problème. Et puis pourquoi? Pour des choses fallacieuses, c'est-à-dire quand on parle d'intégrité du territoire national, je vois pas que des gens qui aspirent à plus de liberté d'expression. Je prends un autre exemple, le poète du Hirak, Mohamed Tajadid, même chose, il en fait également, il fait partie de ces détenus qui sont aujourd'hui qui n'ont pas leur place en prison et aujourd'hui quand on voit encore une fois cette Cour suprême algérienne qui rejette les appels de ces gens-là, de leurs avocats, de ces journalistes indépendants et qui confirme à 7 ans de prison par exemple pour le poète du Hirak, je dis quand même qu'il y a un gros problème et qu'il y a un véritable travail de fond qu'il faut également de réaliser au sein même du pouvoir algérien. Et je pourrais dire que même si de temps en temps le président algérien accorde des grâces, des mesures de clémence, mais on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de grâce, on a besoin de justice indépendante. Il faut absolument que ces 160 détenus, prisonniers du mouvement du Hirak, il faut qu'ils sortent, leur place n'est pas en prison, ils sont partis parce qu'ils sont, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos enfants, ce sont des Algériens il faut que l'Algérie investisse dans ces gens-là qui veulent une Algérie meilleure, une Algérie qui avance, une Algérie qui marque des pas en avant. Et donc, il faut absolument que le gouvernement algérien cesse de réprimer les droits et liberté, et notamment en ce qui concerne les journalistes et les intellectuels algériens, parce que c'est l'avenir de la société algérienne. Restez avec nous, docteur François de Roche. Mohamed Lagab, donc ministre de la Communication, qui s'est exprimé notamment sur le rapport des États-Unis, qui met un bémol et qui revient un peu sur peut-être la crédibilité des États-Unis, notamment sur leur position face à ce qui se passe au Proche-Orient, notamment ce conflit entre Israël et la Palestine. On va l'écouter. J'aimerais avoir notamment votre réaction juste derrière. نفس المنظمات الغربية التي ظلت تؤرقنا بالحديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان كلها سقطت اليوم أمام أحداث غزة، وهذا شيء يؤسف له. كل المنظمات التي تصف نفسها بلا حدود وضعت لنفسها اليوم حدودا لم تعد ترى الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، لم تعد ترى الفوسفور الأبيض، لم تعد ترى ولا شيء. إذن هذه المنظمة مستقبلا عليها أن تتوقف في إعطاء الدروس حول حقوق الإنسان، حول حرية التعبير، حول الديمقراطية،
وغيرها من المفاهيم والمصطلحات. Et en parallèle, on va écouter bien évidemment le représentant de la Maison-Blanche ici, Anthony Blinken. Est-ce que nous appliquons deux poids, deux mesures ? La réponse est non. Comme le montre clairement ce rapport, en général lorsque nous examinons la situation des droits de l'homme dans le monde, nous appliquons les mêmes normes à tout le monde. Cela ne change pas si le pays, en question, est un adversaire, un concurrent, un ami ou un allié. Voilà, ça ne change pas, dit ici donc le représentant de la Maison-Blanche. Azwa ou Chemrouk, c'est vrai qu'on peut débattre un peu sur la position politique, géopolitique des États-Unis d'Amérique, mais il y a tout de même une crédibilité puisque de tout temps les rapports se suivent et malheureusement ce succès se suivent et se ressemblent. Donc, comment vous expliquez, encore une fois, peut-être, c'est la question que je vous pose, que Mohamed Lagab est dans le déni, c'est un pouvoir qui a aussi du mal à assumer ce qu'on lui dit? Oui, ça ne m'étonne pas de ce pouvoir, de toute manière. De toute façon, vous savez, c'est que c'est un pouvoir qui n'hésite pas une seconde à se féliciter quand les rapports internationaux, notamment les organisations internationales, que ce soit relatif aux droits de l'homme ou économique, dressent un bilan relativement positif de l'Algérie. Ils n'hésitent pas une seconde à se féliciter, c'est-à-dire à féliciter ces organisations, mais quand ils dressent un bilan noir sur l'Algérie, notamment les droits de l'homme, ils n'hésitent pas une seconde à l'attaquer. Donc, si vous voulez, ça fait partie de la schizophrénie du pouvoir algérien. Après, c'est vrai que sur le plan international, certainement, il y a deux poids, deux mesures dans toute approche, si vous voulez. Moi, ça me choque pas, si vous voulez ça, parce que tout État doit suivre ses intérêts là où il se trouve. Le plus important, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de ce pays, parce qu'aujourd'hui, on peut accabler les États-Unis de tenir un double discours, deux poids, deux mesures, quand il s'agit des droits de l'homme et quand il s'agit, c'est-à-dire des exactions qui se passent aujourd'hui à Gaza. Tout à fait, je le comprends, c'est-à-dire je le comprends d'une manière, voilà, donc si vous voulez politique, mais les États-Unis sont dans leur rôle, c'est-à-dire de défendre les intérêts des États-Unis. Il y a des alliés, et les États-Unis aujourd'hui, ils approchent les problématiques ou les conflits politiques d'une approche alliée et ennemie. Donc aujourd'hui, Israël est un allié stratégique pour les États-Unis, il doit le défendre. Donc on ne doit pas prendre les États-Unis comme un référentiel, si vous voulez, dans des droits de l'homme. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la situation algéro-algérienne, si vous voulez. Parce que le plus important, c'est ce que vit l'Algérien en son sein. C'est-à-dire, oui, on peut défendre les causes à l'international, c'est noble. La cause palestinienne, toutes les causes, la cause ukrainienne, toutes les causes sur Terre, elles sont nobles, c'est-à-dire de les défendre. Mais si vous faites les misères à votre propre peuple, si vous faites subir à votre propre peuple toutes les misères du monde, et puis après vous sortez comme un défenseur des droits de l'homme quand il s'agit de Gaza ou de la Palestine, pour moi ça relève de la schizophrénie, ça relève justement d'un double discours auquel il nous a habitués ce pouvoir. Le plus important, c'est ce que vivent les Algériens aujourd'hui sur tous les plans. Donc, on a vu le plan qui a été dressé, le bilan qui a été dressé par Amnesty International, qui est, comme votre invité, M. Deroche, l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une organisation indépendante et les rapporteurs, ils sont indépendants. Il n'y a aucune animosité envers l'Algérie, c'est-à-dire ils avaient approché les choses d'une manière factuelle, documenté le rapport avec tous les faits et toutes les décisions de justice algérienne, entre guillemets. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'animosité ou il n'y a pas d'instrumentalisation internationale. C'est juste le pouvoir algérien qui utilise ça pour endormir une certaine frange de la société algérienne, pour dire attention, voilà, il y a ces organisations qui veulent du mal à l'Algérie. Mais ça ne m'étonne pas d'un pouvoir, c'est-à-dire post-soviétique, si on peut. On le voit aujourd'hui en Russie, c'est-à-dire ce qui se passe en Russie, c'est exactement pareil. Donc il y a cette mentalité post-soviétique qui règne dans ces sociétés, notamment telles que la société algérienne. Ça ne m'étonne pas d'un pouvoir tel que le pouvoir algérien.
Restez avec nous, Azouawa Chemlon. Docteur François Deroche, peut-être une réaction un peu sur ce que aussi vous venez d'entendre, mais d'un point de vue général, c'est vrai qu'on a un pouvoir en Algérie qui peut même peut-être utiliser cet argument, effectivement, de la position des États-Unis sur ce conflit pour ne pas assumer. Dans un deuxième temps, et pour terminer, c'est la question aussi que je poserai à Azouawa Chemlon, comment on se sort de cette impasse certains parlent d'une prison à ciel ouvert des Algériens qui ont du mal à s'exprimer. Hein. On est commerçant, on s'exprime, on se fait condamner par un wali, on est journaliste et on parle de voiture ou de date, par exemple, on se fait emprisonner, condamner. Comment aussi on se sort de cette impasse quand on est Algérien et Algérienne? Tout simplement en respectant le droit, en respectant les libertés, en respectant la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion pacifique, en évitant tout ce qui est torture et autres mauvais traitements. Mais la solution pour en arriver là, c'est le peuple. La seule et unique solution, c'est quoi? C'est le peuple, que les élites tout de même continuent à se battre. Comment on a compris que le pouvoir, il est peut-être pas envie de suivre la trajectoire et ce dont vous parlez à l'instant, mais quelle solution demain peut avoir le peuple algérien? Retrouver la rue? Vous savez, toutes les transformations de la société doivent se faire en douceur. On a vu ce qui se passe quelquefois quand il y a des révoltes. Je pense qu'il faut que le pouvoir algérien comprenne que quand il investit dans la démocratie, dans la liberté d'expression, il investit dans son propre avenir. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse les choses en douceur. Il faut absolument aussi, il faut renforcer ce qu'appelle l'appareil judiciaire. Il faut que cet appareil judiciaire soit le plus indépendant possible. Il faut que la liberté, par exemple, la liberté de conviction, elle est capitale. Et je vous dis, sans liberté, vous ne pouvez absolument rien faire. Et quand on voit que l'Algérie, je parle des droits des femmes, des droits des droits tout simplement des travailleurs et des travailleuses algériennes qui aujourd'hui cherchent une seule chose, bien sûr l'intérêt de l'Algérie, et les autorités quand ils sont en train de restreindre le droit de former un syndicat. Aujourd'hui, il faut absolument permettre à ces Algériens de vivre leur politique en toute liberté, leur vie en toute liberté. Il faut qu'ils vivent dans un endroit avec un environnement sain. Alors, avec un environnement sain, et puis je voudrais surtout que moi je suis, vous savez, un farouche adversaire de la peine de mort. Il faut que les tribunaux qui continuent à prononcer des condamnations à mort, même si la dernière exécution remonte à 93, ça ne devrait plus exister pour pouvoir rassurer les gens, parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui est pour cette liberté d'expression, il peut se trouver guillotiné ou pendu, et ça c'est absolument inacceptable. Merci docteur, restez avec nous pour les quelques petites minutes qui restent. Azouawa Chemlon, vous êtes militant, voilà, certains d'ailleurs au sein de la diaspora, soit leurs familles sont persécutées en Algérie, d'autres subissent des ISTN, certains perdent d'ailleurs leurs proches et ne peuvent même pas se rendre en Algérie. Même question un peu directe, comment on peut se sortir quand on est algérien, algérienne, militant, militante, parti politique, on a envie de faire de la politique syndicale, quand on a envie de faire du journalisme normal, parce qu'on a envie de le faire normalement, comme on doit le faire, qu'est-ce qu'on peut faire demain pour redonner un peu d'espoir peut-être? Vous savez, en étant militant, c'est-à-dire il faut être armé d'espoir, parce que s'il n'y a pas de l'espoir, s'il n'y a pas de l'espoir, il n'y a pas de... C'est-à-dire on peut pas bouger, il n'y a pas de militantisme, il n'y a pas de... Donc il faut toujours être armé d'espoir. Moi je reste confiant et serein, c'est-à-dire pour à l'avenir de l'Algérie. Je sais qu'un jour le peuple se soulèvera comme il l'a fait en 2019. Certes, c'était un soulèvement non abouti. Moi je parle pas d'un échec, parce que il n'y a pas d'échec. Ce qu'a fait le soulèvement, le Hirak, ce qu'on appelle le Hirak, est énorme dans la conscience des Algériens. Donc moi je reste confiant et serein que le peuple se soulèvera. Maintenant, la question qui
faudrait peut-être poser, c'est que c'est la manière dont ce peuple se soulèvera. J'espère qu'il va se soulever d'une manière pacifique et d'une manière politique surtout, parce qu'il faut apporter de la politique dans le soulèvement. Sans organisation, sans politique, on n'ira pas loin. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a de causes multiples là, par rapport au non-aboutissement du Hirak. La première cause, c'est-à-dire, c'est le pouvoir, la répression du pouvoir. Mais le pouvoir, il est dans son rôle, il doit se maintenir. Donc, s'il est là, c'est-à-dire à l'encontre de la volonté du peuple, je vois mal comment il va faire autrement pour rester sans réprimer ce peuple. Et donc ça, c'est la première responsabilité. La deuxième, elle incombe à la classe politique. Donc la classe politique, nous, on n'était pas matures, si vous voulez. On manque de maturité. On n'était pas à la hauteur des enjeux qui guettaient l'Algérie, c'est-à-dire et sa démocratisation. Donc on n'était pas du tout à la hauteur. Donc on a manqué c'est-à-dire, si vous voulez, de maturité politique. Et la troisième raison, c'est qu'il faut qu'on se dise culturellement et c'est-à-dire socialement, c'est-à-dire tous les Algériens doivent savoir une chose. On doit savoir une chose, c'est que le politique, ce n'est pas une fonction. C'est pas comme un avocat ou c'est pas un métier, le politique. Le politique, c'est tout ce qui touche notre quotidien, c'est l'avenir de nos enfants. Le politique, c'est noble parce que le pouvoir, il a fait en sorte à ce qu'on voie le politique d'un œil si vous voulez, mauvais. Donc le pouvoir, il a fait en sorte à ce qu'il souille tout ce qui est politique. Alors que le politique, c'est noble par essence. C'est-à-dire, le politique, c'est de changer son avenir et l'avenir de ses enfants, d'assurer un avenir meilleur pour ses enfants. Donc il faut que nous, Algériens, il faut qu'on saisisse, c'est-à-dire de la politique, il faut qu'on se dise que notre avenir, il n'est pas entre les mains de ce pouvoir, parce que le pouvoir, il ne pense qu'à son propre maintien. Il faut qu'on soit nous-mêmes, c'est-à-dire maîtres de notre destin. Donc, si le peuple se saisisse du politique et que la classe politique soit à la hauteur avec de l'organisation, avec du politique, je pense qu'on va pouvoir dégager ce pouvoir. Merci. Parce qu'il ne faut pas attendre à ce que ce pouvoir nous remette les clés. Merci infiniment Azwawa Chamouk d'avoir été avec nous, un militant politique. Le docteur François Deroche était avec nous aussi. Merci docteur, président donc de Justice sans frontières. Et puis mon confrère était avec nous, Karim Kebir, journaliste. Vous le savez, comme à chaque date importante historique, ont marqué les dernières décennies algériennes. La rédaction donc rend hommage, une couverture spéciale donc pour toutes les personnalités politiques donc est importante pour la chaîne. On le fait à chaque fois. Il était important aujourd'hui, bien évidemment, d'évoquer la mémoire du docteur Abbassi Madani, donc paix à son âme, donc qui est décédé le 24 avril 2019. Il est né le 28 février 1931. On a une pensée bien évidemment pour sa famille. Samedi, donc couverture spéciale, nous reviendrons bien évidemment sur l'homme qu'il était avec nos invités. Ces périodes en prison, elles ont été nombreuses. Son combat politique, déjà pour l'indépendance algérienne, bien évidemment son idéal, ses fidèles, ses alliés, ses soutiens, mais aussi ses contradicteurs, ses opposants. On reviendra aussi sur cette période des années 90 qui pose beaucoup de questions. Et puis nous reviendrons aussi sur ces législatives. En 91, c'était le 26 décembre 91, pour une grande première unique depuis l'indépendance algérienne. Ils étaient près de 60% à se rendre dans les urnes. Alors on n'adhère pas donc au mouvement, au parti politique, mais sachez que le Front islamique du salut, parti créé par donc le docteur Abbassi Madani, avait remporté donc 198 sièges, arrivé en tête de ces législatives. En deuxième position, c'était le FFS avec 25 sièges, et juste derrière le FLN donc avec 16 sièges. Malheureusement, derrière les Algériens donc ont subi un arrêt du processus démocratique, notamment avec le général Nizar. C'était un deuxième tour prévu le 16 janvier 92. Donc il n'y a pas eu de deuxième tour, notamment pour cause. On en parlera samedi avec mes confrères. Donc sous prétexte que le pouvoir algérien devait sauver la République. Est-ce que la République est-elle sauvée aujourd'hui? Voilà, tant de questions qui vont se poser autour du docteur Abbassi Madani et de son parti politique. Dans un instant, mon ami confrère et sa patte, son écriture légère mais à la fois aiguisée, c'est Jameldine Benchenouf. El Omr juste derrière avec Jameldine Taleb. Merci l'équipe en régie, et demain soir, vous aurez le plaisir
normalement de retrouver Houssine Ghasmi pour Microscope. Bonne soirée à tous.